La Fondation Neurodys a aujourd'hui 10 ans. Depuis 10 ans, elle accompagne 800 cliniciens, chercheurs, ingénieurs impliqués dans la recherche en neurosciences. Vous allez découvrir 3 séries de témoignages. La première porte sur la compréhension du mécanisme des maladies du cerveau. La seconde, sur les nouvelles thérapeutiques que l'on peut proposer, allant de l'ingénierie cellulaire à la neurostimulation. La troisième concerne un chapitre plus récent des neurosciences, à savoir le cerveau social. Comment notre cerveau réagit aux émotions, prend des décisions, s'adapte à l'environnement social. Cette série de vidéos est un aperçu du parcours de la Fondation Neurodys. Une histoire qui a aujourd'hui 10 ans, une histoire qui doit continuer. Donc l'objectif de mes recherches, c'est de comprendre comment la mémoire va se former chez des gens en bonne santé et comment cette mémoire ou ces mécanismes qui conduisent à la mémoire vont être altérés, abîmés dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Les neurones communiquent entre eux par l'intermédiaire de synapses. Et ce que l'on voit, c'est que très rapidement dans la maladie, ces zones sont modifiées au niveau de leur structure, mais elles ont quelque part une résistance à absorber de nouvelles informations. Donc Neurodys, dans le cadre de ma venue, m'a permis d'implanter une nouvelle équipe et d'avoir les fonds nécessaires pour acheter des nouveaux microscopes et employer des techniciens, des thésards que j'ai formés au cours de ces 3 années de soutien avec Neurodys. C'est une équipe qui s'intéresse au sommeil, et plus particulièrement au sommeil paradoxal, qui a été découvert par Michel Jouvet en 1959, qui est un état pendant lequel il y a une atonie musculaire, on devient complètement flaccide pendant cet état-là. Et malgré tout, pendant cet fantastique état, 3e état de vigilance, on a des rêves extraordinaires qui sont des fois assez bizarres, qui ont lieu. Il y a plusieurs pathologies très connues qui sont liées au sommeil paradoxal. Il y a le trouble du comportement en sommeil paradoxal, qui est en fait une pathologie dans laquelle les patients se mettent à faire des mouvements extrêmement violents. Donc il y a une désinhibition motrice, ils miment vraiment leurs rêves. Et malheureusement, cette pathologie aboutit souvent au Parkinson. Pour comprendre ce qui génère cette pathologie, il faut aussi comprendre qu'est-ce qui génère l'atonie musculaire, c'est-à-dire que la personne qui va bien ne bouge pas dans son lit. Pourquoi? On travaille sur des modèles animaux qui, en fait, vont reproduire la pathologie humaine, où on est capable maintenant, avec la génétique, donc avec des modèles génétiques, d'inactiver des populations de neurones qui sont extrêmement limitées, petites dans le cerveau, et on enlève l'activité de ces cellules et on voit nos animaux qui se mettent à faire des mouvements incontrôlés pendant le sommeil paradoxal. Et on va dialoguer avec les neurologues et on va aller voir chez les patients si les mêmes structures cérébrales, les mêmes neurones sont détruits chez le patient. Et bien sûr, ensuite, dans un deuxième temps, pour essayer de comprendre comment on peut arriver à traiter en fait, les patients qui ont cette pathologie. Et Neurodys nous a aidés dans ce projet en particulier, puisqu'il a financé une personne pendant 3 ans qui a travaillé sur cette thématique-là, et on a un article qui est en cours de publication sur cette découverte, parce que c'est une découverte, des neurones qui sont responsables donc, de cette atonie musculaire qu'on a pendant le stade. On suspectait depuis quelques années que dans la maladie de Parkinson, on ne perdait pas juste la dopamine qui était impliquée dans le contrôle de la motricité, mais également cette dopamine qui est importante pour tout ce qui est motivation. Et grâce à Neurodys, j'ai pu être recruté quand j'étais jeune chercheur à l'étranger dans l'équipe du docteur Marc Savasta qui travaillait sur la maladie de Parkinson, mais sur les troubles moteurs. Et ça a permis la rencontre de 2 mondes, la neurologie avec les problèmes moteurs de la maladie de Parkinson et la psychiatrie, domaine dans lequel j'avais une expertise, pour interagir et justement mettre en avant ces problèmes
psychiatrique dans la maladie de Parkinson avec des patients qui ont des problèmes de motivation, qui ne veulent plus rien faire, qui sont déprimés. Et on a pu démontrer qu'en effet, dans la maladie, la dopamine, elle était également très importante pour ces aspects et que les neurologues devaient aussi prendre en charge cela parce que cela a impacté fortement la vie des patients. C'est une maladie qui est très hétérogène au niveau de ses signes. Ce n'est pas uniquement le tremblement, la raideur ou la lenteur, c'est également l'anxiété, la dépression, l'apathie ou au contraire des phénomènes addictifs que l'on peut voir apparaître sous traitement. Et il est extrêmement important pour bien traiter nos patients de comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de ces troubles dans la maladie de Parkinson. Pour cela, je mène des travaux en imagerie cérébrale qui permettent de voir in vivo les anomalies, que ce soit la dopamine, la sérotonine, mais également d'autres neurotransmetteurs qui dysfonctionnent dans la maladie. L'objectif est de comprendre, grâce à ces techniques d'imagerie, la base, la physiologie de ces signes, et ensuite de pouvoir proposer des traitements adaptés. Alors Neurodis, dans ce cadre, nous a aidés et nous aide, car des projets de recherche nécessitent des financements. L'imagerie cérébrale en particulier coûte de l'argent, et on a besoin de soutien pour mener à bien ces recherches qui, in fine, auront un objectif thérapeutique pour nos patients. Donc à ce titre, je crois que le soutien de Neurodis pour le présent, mais également pour le futur, est absolument crucial. En neurologie, dans ma formation, j'ai eu l'occasion de rencontrer des patients qui avaient présenté un accident vasculaire cérébral et dans les suites de cet accident vasculaire cérébral, par exemple, ils développaient ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques. Alors les douleurs neuropathiques, elles ne cèdent quasiment jamais et ça m'a beaucoup impressionné. Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé, par des travaux de recherche, de comprendre ce qui se passait dans le cerveau de ces gens. L'événement marquant implique curieusement François Moguière, qui travaille à l'hôpital neurologique dans le domaine de l'épilepsie, et certains patients ont des crises douloureuses. Nous étions, de notre côté, à la recherche d'une région dans le cerveau où une activité des neurones pouvait créer de la douleur. Et au fil du temps, actuellement, la zone d'intérêt, la zone qui nous intéresse, qui nous semble être cruciale pour le message douloureux, est une zone qui est beaucoup plus restreinte, 3 cm par 3 cm. Donc mon laboratoire travaille sur les cellules souches que l'on appelle pluripotentes, c'est-à-dire que ces cellules peuvent se différencier dans un très grand nombre de cellules spécialisées d'intérêt thérapeutique. Et l'objectif est d'utiliser ces cellules ainsi produites en culture pour traiter des maladies, en particulier des maladies neurodégénératives. Donc tout ce travail est réalisé donc, par une équipe d'une quinzaine de personnes et qui a reçu le soutien de Neurodis ces dernières années. Ce sont des technologies qui sont lourdes, sophistiquées, qui requièrent des équipements complexes et dans ce cadre, Neurodis a contribué de manière très importante à la mise en place du laboratoire et de la plateforme d'ingénierie cellulaire. L'objectif est de proposer à la communauté médicale des cellules et des protocoles de différenciation cellulaire qui permettront à terme de réaliser des greffes de cellules avec un objectif de thérapeutique que l'on appelle de manière générale la médecine régénérative, et tout cela dans des conditions d'efficacité et de sécurité que l'on juge maximales. Je travaille dans un domaine qui est déjà exploré depuis une trentaine d'années, qui est l'imagerie cérébrale. L'imagerie cérébrale, c'est la capacité de voir ce qui se passe dans le cerveau pendant son fonctionnement. L'imagerie peut se diviser en imagerie structurelle, c'est comment est constitué le cerveau, et imagerie fonctionnelle, c'est comment il fonctionne. Et depuis 30 ans, il y a deux techniques principales pour explorer le cerveau de façon structurelle et fonctionnelle, qui sont l'IRM et puis la tomographie d'émission de positons. Et là, récemment, depuis quelques années, on a réussi à combiner ces deux techniques. Et pour la première fois, on est capable de faire fonctionner le cerveau et de le regarder sous deux angles de vue différents en même temps.
Et par ailleurs, Neurodis, qui s'est vraiment intéressé à cette manière de voir dans le cerveau, parce qu'il y avait des questions qui touchaient les pathologies, le fonctionnement du cerveau normal, et donc a financé les 6 premières études qui ont eu lieu sur cette technique d'imagerie qui a commencé en 2015 chez nous dans notre équipe. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Il avait tort. Dans beaucoup de cas, la simple présence des autres nous rend bien meilleurs. Les psychologues le savent depuis longtemps. Intellectuellement, on est plus efficace quand on est en présence des autres que quand on est seul. Les coachs sportifs aussi le savent. Ils n'entraînent pas leur champion tout seul. Ils l'entraînent avec des partenaires. Le défi pour nous, neurosciences, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Par quel mécanisme les autres exercent leur pouvoir sur nous. Ils augmentent notre attention, notre motivation. Les premiers résultats qu'on a dans le projet NeuroTeach que la Fondation Neurodis supporte, c'est de dire que dans certains cas, en tout cas, ça serait l'attention qui serait facilitée. Continuer ce projet est important, en particulier pour l'éducation. Quel est le contexte social le plus approprié pour rééduquer des enfants qui ont des capacités d'apprentissage? C'est ça le défi qu'on essaye de relever aujourd'hui avec l'aide de la Fondation Neurodis. Je travaille sur l'exclusion sociale. Donc l'exclusion sociale, c'est un sentiment ressenti, perceptif au niveau psychologique, lorsque on est exclu par les autres. Ce qu'on a pu voir avec notre recherche, c'est que cette sensation psychologique, elle a des bases aussi au niveau neuronal. Donc, lorsqu'on est exclu au niveau social, il y a des aires au niveau cérébral qui s'activent et qui notamment sont des aires qui sont très similaires aux aires qui s'activent lors de la douleur physique. Neurodis, ça a permis de financer ces projets avec les patients intracrâniales, donc avec des électrodes implantées dans le cerveau pour des raisons médicales. Et ça nous a permis de conduire cette étude avec des résultats très intéressants et qui vont sûrement apporter un bénéfice fondamental pour la recherche, pour donner une valeur, une signifiance à la douleur sociale et à ses conséquences. Qu'est-ce qui pousse les humains à explorer l'environnement et qu'est-ce qui a fait que l'espèce humaine en fait, a envahi la planète et est aussi performante sur la planète? C'est en particulier l'évolution d'une région du cerveau, qui est le cortex frontal, qui est la partie la plus antérieure du cerveau, et qui chez les primates a évolué de façon tout à fait extraordinaire. Et cette région sert en particulier à prendre des décisions dans les situations les plus complexes auxquelles on peut faire face dans l'environnement. Et donc mes recherches en fait visent à comprendre comment ce cortex frontal produit ces décisions. Alors ça touche à différentes choses assez spécifiques, notamment ça touche à la détection de l'erreur. On a montré que certaines régions du cerveau et des neurones de certaines régions du cerveau sont particulièrement impliqués dans cette détection d'erreurs. D'accord ? Et on sait que chez l'homme, par exemple, on peut recueillir au niveau du cerveau des signaux électriques qui reflètent, qui sont des marqueurs de cette détection d'erreurs. Des pathologies comme la maladie de Parkinson ou les troubles obsessionnels compulsifs, dans ces maladies, les patients avaient un marqueur de détection d'erreur qui était anormal.